Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'OBIA qui touche qui a comme sujet incursion dans l'écosystème de santé. Alors, le but du webinaire d'aujourd'hui est de vous présenter différents organismes qui travaillent à l'intersection de l'intelligence artificielle, le numérique et la santé. Donc, on a identifié quelques regroupements de recherche ou organisations qui travaillent dans ces domaines-là, puis qui paraissaient, disons, intéressants à comprendre c'était quoi leur mission. Donc, vous avez ici le sommaire du but du webinaire. Donc, on va commencer avec une brève présentation de l'OBIA et de l'axe santé durable de l'OBIA, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Par la suite, on a ici 6 regroupements qui vont être présentés. Donc, les deux premiers regroupements vont être présentés par M. Jean-François Étier. Donc, on a le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé ou le GRI. Et on a aussi le réseau de recherche sur les données de santé du Canada, le RRDS. Par la suite, avec M. Luc Bégin, on va avoir une présentation de la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Par la suite, avec Mme Bouchra Nasri, on va avoir une présentation du réseau de santé numérique. Par la suite, avec M. Christian Gagné, on va avoir une présentation de l'Institut Intelligence et Données. Et finalement, avec Mme Aude Motulski, on va avoir une présentation du consortium santé numérique. Donc, on va débuter avec la présentation de l'OBIA et de l'Axe santé durable. Juste à titre d'information, si vous avez des questions, vous avez un module questions et réponses dans Zoom. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions là, puis on va passer au fil des questions à la fin des différentes présentations. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'OBIA, c'est quoi? Donc, l'OBIA, en fait, c'est une abréviation là, euh, qui, qui- qui représente l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Il y a 7 axes de recherche principaux à l'OBIA. Éthique, gouvernance et démocratie, industrie 4.0, travail et emploi, santé durable, éducation et capacitation, droit, cybersécurité et cyberjustice, arts, médias et diversité culturelle, et finalement, sobriété numérique et transition socio-écologique. Et l'OBIA en soi, ça regroupe plus de 240 chercheuses et chercheurs du Québec. Ensuite, plus particulièrement à l'intérieur de l'OBIA, il y a l'axe de recherche de santé durable. Je ne sais pas si Marie-Pierre, tu voulais prendre la suite. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Martin, pour l'introduction. Donc, il nous fait plaisir, là, Martin Cousineau et moi, de vous parler de notre axe dont on est co-responsable. Donc, c'est l'axe santé durable qui regroupe environ 90 membres et 80, plus de 80 regroupements, là, différentes associations. Alors, moi, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval. Martin ne s'est pas présenté, mais il est professeur au département de gestion des opérations et de logistique des hautes études commerciales, ben, des HEC, hein, comme on dit. Et nous pouvons compter sur le soutien de notre coordonnatrice, Marianne Oscan, qui est là avec nous, Marianne, et qui a aussi beaucoup contribué dans l'organisation de ce webinaire. En fait, le webinaire, bon, c'est pour lancer nos activités là, officiellement comme nouveau co-responsable de l'axe santé durable, Martin et moi. On a pris le relais de Aude Motulski qui va présenter tout à l'heure et Philippe Després qui ont occupé cette fonction-là au cours du premier mandat de l'axe de l'OBVIA finalement, lors de la mise en place de cet axe-là. Donc, on peut poursuivre avec un petit peu un survol de ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Donc, on est à se mettre en place, organiser les activités, en plus du webinaire d'aujourd'hui où on voulait vraiment laisser la parole à des acteurs et actrices là, du domaine de l'IA et numérique en santé.
On veut aussi, on va organiser une journée là, scientifique le 10 mai. Et puis, on a comme autre activité, là, notamment un premier mandat qui nous a été octroyé par l'Association pour la santé publique du Québec et qui vise à faire un peu une recension des expériences d'utilisation de l'IA pour la prévention de la maladie, promotion de la santé, etc. Donc, on est vraiment déjà actif sur ce plan-là. On contribue aussi, peut-être qu'Aude va en glisser un petit mot, là, à un ouvrage collectif qui est issu des travaux de l'OVIA, des réflexions autour des données en santé. Donc, un ouvrage collectif là, qui a comme titre de la donnée de santé au système d'IA en santé. Donc, Martin et moi, on collabore également à ce comité-là. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, ça s'en venait. Un symposium qui aura lieu le 10 mai prochain à l'édifice Hélène Desmarais, des HEC Montréal. Donc, c'est une journée qui vise à vraiment faire un survol là, des enjeux concernant la transformation numérique en santé. Et on aura là, différentes présentations, donc certaines personnes qui pourront aussi qui sont là aujourd'hui, là, qui vont également participer à cette journée-là, en plus d'autres invités. Donc, on veut vraiment stimuler la discussion autour des enjeux reliés à la transformation numérique en santé. Et bien entendu, là, les inscriptions sont ouvertes. On vous invite à vous inscrire en grand nombre à cette journée-là. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, Martin, s'il vous plaît? Donc, je pense qu'on va, Fait qu'il n'y a plus de diapo. Fait que là, ça serait on de. va, Ouais. on va commencer tout de suite avec nos premiers invités. Donc, tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir Dr. Jean-François Etier. Dr. Etier est professeur titulaire au département de médecine et au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke. Il est titulaire de la chaire en informatique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il pratique également comme médecin, titulaire au service de médecine interne du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Professeur Etier dirige le développement technologique du réseau de recherche sur les données de santé au Canada. Il est également le cofondateur et co-directeur scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé, le GRI. Donc, docteur Etier, vous allez nous parler de vous portez deux chapeaux aujourd'hui. Donc, on va vous laisser nous présenter vos implications au sein de ces différents réseaux-là. Alors, à vous la parole. Merci. On ne vous entend pas, Jean-François. C'est silencieux. Pourtant, le micro est ouvert, mais c'est un petit problème. On le savait qu'il y aurait des problèmes informatiques. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne toujours pas. OK. On peut en On fait va. enchaîner. Oui, OK. Donc, en fait, on va enchaîner avec M. Luc Bégin. On viendra par la suite, là, M. Jean-François Etier, là, si le tout est corrigé. Donc, M. Luc Bégin est professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Il a œuvré à la mise sur pied de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, IDEA, dont il fut le premier directeur. Il est directeur de la revue Éthique publique, revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale.
Et professeur Bégin est également président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, le CEST. Et c'est cette organisation-là qui va venir nous présenter aujourd'hui. Donc, la parole est à vous. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Ça va? Bon, parfait. Alors, ben, merci de l'invitation. Je vais vous parler très, très rapidement. Je vais faire un bref survol des travaux et des interventions de la CEST dans le domaine de la santé et de l'IA. Euh, voilà. Alors, ben, tout d'abord, qu'est-ce qu'il en est de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie? C'est une commission qui existe depuis 2001 et en passant, j'en suis le président depuis seulement 6 semaines. Alors, c'est un long héritage, dans le fond, à assumer et à porter, mais j'en suis très heureux. Alors, la commission existe depuis 2001 et elle a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question qui est relative aux enjeux éthiques qui sont liés à l'un ou l'autre aspect ou développement en sciences et en technologie. Et bien entendu, a pour mission de susciter la réflexion sur ces enjeux. Notre ministère de rattachement, la commission, c'est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, mais nous bénéficions d'une indépendance, pardon, d'une indépendance pleine et entière dans l'accomplissement de nos travaux. Alors, nos activités visent essentiellement à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations, ce qu'on fait par un certain type de documents qui sont les avis. Je vais y revenir un peu tout à l'heure, de manière à favoriser une plus grande prise en compte, justement, de l'éthique, prise en compte par les décideurs, par les milieux de pratique pour les accompagner dans leur processus décisionnel. Donc, la CIST, elle est composée de 13 membres, dont un président. Nous sommes tous nommés par le gouvernement. Et ce qui est très important, c'est qu'on est issu aussi de milieux variés parce que de façon à ce que nos travaux puissent miser sur une interdisciplinarité réelle, ce qui est absolument essentiel compte tenu des thèmes auxquels on est appelé, sur lesquels on est appelé à travailler. On a au sein de la commission une équipe de conseillers, donc qui sont des chercheurs qui conduisent les travaux, donc à temps complet pour la commission. Et lorsqu'on produit des avis, chaque avis est également aussi, il y a la formation d'un comité de travail multidisciplinaire qui est formé expressément pour conseiller sur la production de chacun des avis. Donc, ces productions-là, dans le fond, font appel à beaucoup de ressources, des ressources variées, très compétentes, bien entendu, qui nous permettent à ce moment-là d'aborder ces enjeux complexes à partir donc d'une variété de savoirs et de regards disciplinaires. La commission a produit plusieurs avis en lien avec la santé. Certains autres portent sur l'intelligence artificielle et il y en a certains, puis je terminerai avec ceux-là, qui conjuguent à la fois la santé et l'intelligence artificielle, qui sont des productions plus récentes. Mais soit dit en passant, ce n'est pas les seuls axes de notre travail, parce qu'on travaille également en éthique des sciences. On a un axe également crise environnementale et climatique. Et ce qui conjugue ici santé et intelligence artificielle, ben, c'est à la fois deux axes qui se rencontrent sur ces questions. Un de nos axes, c'est les sciences de la vie et de la santé. Et un autre axe est le numérique, les données massives et l'intelligence artificielle. Donc, on voit ici la conjonction de ces deux derniers axes. Alors, tout ce que je fais ici, c'est présenter en rafale, j'affiche en rafale ce qui concerne la santé, ce qui indique d'ailleurs aussi la temporalité des développements technoscientifiques et des préoccupations éthiques que ces développements ont générés. On peut voir hein, qu'on a des avis sur la question qui remontent en 2003. Et je vous invite d'ailleurs à visiter notre site web où vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des travaux là, qui ont été produits par la commission. Lorsqu'on parle des avis, on parle de documents qui sont quand même assez conséquents, qui peuvent être entre 75 à 125, 130 pages, où on formule
des recommandations. Donc, analyse des enjeux éthiques, mise en contexte, analyse des enjeux éthiques et formulation de recommandations. On produit également des documents de réflexion qui vont justement servir à alimenter la réflexion des décideurs et des parties intéressées par ces questions, sans pour autant qu'il n'y ait de recommandations formelles qui soient formulées. Donc, ça vise vraiment l'accompagnement à la réflexion. Dans le cadre de la santé, bon, on en a produit quelques-uns ici, donc que vous voyez à l'écran. Je poursuis donc assez rapidement avec des interventions qu'on a menées. En fait, on a mené déjà plusieurs interventions sur les questions d'intelligence artificielle. On a pris part notamment là, au chantier du Conseil de l'innovation du Québec sur un dossier thématique, celui des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle sur la démocratie, l'environnement et les arts et la culture, précisément en lien avec Obvia et le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle. On a produit également des avis qui touchent essentiellement les implications de l'intelligence artificielle pour le monde du travail et un document de réflexion. Et je porte votre attention aussi sur les éthiques hebdo. Les éthiques hebdo, et là, ça peut valoir le coup de consulter notre site régulièrement parce qu'environ à toutes les 2 semaines, on va produire de courts documents qui vise à animer la réflexion sur l'actualité en lien avec les développements en sciences et en technologie. Et on a déjà plus de 25 bulletins de ces éthiques hebdo qui portent sur des thématiques sur l'intelligence artificielle. Quant aux travaux qui portent à la fois sur l'intelligence artificielle et la santé, ce qui devrait intéresser le plus particulièrement notre auditoire aujourd'hui, je mentionne ici trois documents en particulier que nous avons produits. Un qui date de 2023, qui porte sur la transformation numérique du réseau de la santé et des services sociaux en vue d'intégrer l'intelligence artificielle, donc une perspective éthique. Un second, mériter et renforcer la confiance des citoyens dans la gestion et la valorisation des données de santé. Et là-dessus, si j'ai le temps, je reviendrai un peu, mais il y a eu plusieurs documents qui ont été produits autour de cette question de la gestion des données de santé, qui est évidemment une thématique très importante. Et également, pendant la pandémie de COVID-19, il y a un rapport spécial qui avait été produit sur les enjeux éthiques de l'utilisation d'une application mobile de traçage des contacts. Hein. Je reviens donc sur l'avis de 2023 sur la transformation numérique du réseau de la santé et des services sociaux en vue d'intégrer l'intelligence artificielle. Je soulignerai simplement, dans le cadre de cet avis de 2023, pour l'essentiel, la commission identifie les conditions technologiques qui sont préalables à l'implantation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, relève également et analyse les enjeux éthiques qui sont soulevés par la transformation numérique du réseau de la santé et des services sociaux, et formule aussi des recommandations aux décideurs, des recommandations qui sont relatives aux données, leurs caractéristiques, qualités, etc., qui sont relatives au système et aux infrastructures à mettre en œuvre et à utiliser, des recommandations qui sont relatives aussi au risque d'accroissement des inégalités de santé qui pourraient être provoquées aussi si on n'y prend pas suffisamment attention par ces processus de transformation numérique, et également des recommandations qui concernent la gouvernance. Encore une fois, évidemment, j'invite nos auditeurs à consulter, à aller lire l'avis. Je mentionne, et je vois qu'il me reste à peine 30 secondes, donc je mentionne aussi donc, cet autre document qui porte sur les données de santé. Et j'en profite aussi pour mentionner, encore une fois, que sur cette question des données de santé publique, il y a une série de documents qui a été produit aussi
par la commission, à la fois l'avis que j'ai rapidement mentionné, mais aussi on a participé à des consultations pour une mouture de la loi sur les renseignements de santé et services sociaux. Et puis, on a également déposé un mémoire à la Commission des finances publiques dans le cadre des consultations particulières qui ont été tenues à propos de cette loi. Donc, notre travail est vraiment dans ce cadre-là, à la fois production d'avis, documents plus consistants, dont on va trouver habituellement aussi très souvent sur le site des sommaires. Hein, et des documents aussi plus ponctuels que sont les éthiques les hebdo-éthiques, et également, donc, quelques autres types d'interventions qu'on peut être appelé à faire, commission parlementaire ou autre, pour conseiller les décideurs publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bégin, pour cette présentation. Juste pour vous mentionner, là, si vous avez des questions pour les participants, on va les prendre à la fin. Donc, utilisez le bouton, le Q et R, questions-réponses. Comme ça, on va pouvoir revenir à la fin sur vos questions. Donc, je ne sais pas, Docteur Étier, est-ce que le son est rétabli de votre côté? Il est encore là? Bon, ben, on va poursuivre. On verra si peut se reconnecter. Donc, l'autre personne qu'on avait invitée est Madame Bouchra Nasri. Donc, elle est professeure adjointe au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est également directrice du Centre informatique d'épidémiologie, pardon, PATCHEC. Et aujourd'hui, professeur Nasri nous parlera du réseau de santé numérique dont elle est co-directrice et qui est un nouveau réseau de recherche financé par les fonds de recherche du Québec. Alors, nous sommes très heureuses et heureux de vous avoir parmi nous et d'en apprendre plus sur ce fameux réseau de santé numérique avec lequel nous allons tisser plusieurs liens, je l'espère bien. Alors, à vous, professeur Nasri. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, on voit bien, on vous entend bien. OK, super. Fait que, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais parler du réseau de santé numérique. Je suis heureuse de voir que les autres co-directeurs sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir peut-être partager les questions si je manque des détails. Fait que le réseau de santé numérique, c'est un réseau récemment financé par le FRQS dans le concours des réseaux thématiques pour 2024-2032. Donc, c'est un réseau financé pour 4 ans avec possibilité de renouvellement et c'est un nouveau réseau. Donc, je vais parler un peu des objectifs du réseau et pourquoi on a pensé à créer ce réseau dans un écosystème là où il existe beaucoup d'initiatives dans l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, tout d'abord, je vais parler un tout petit peu de la santé numérique et qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est quoi la mission de ce réseau-là. Donc, la mission de notre réseau est d'agir comme catalyseur du développement de la recherche en santé numérique au Québec afin de guider une transformation numérique en santé qui soit ouverte, inclusive, de confiance et durable. Donc, le réseau va fédérer l'expertise et les ressources en santé numérique et je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par santé numérique par la suite et c'est quoi nos axes de recherche. Et donc, on vise aussi à contribuer à consolider l'écosystème des chercheurs et des acteurs du Québec et d'ailleurs, dont la santé numérique. Et puis, on voit la santé numérique ou les technologies numériques comme des disciplines à l'intersection des sciences de la santé, des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles et génie. Donc, tout ce qui est donné, mais à la connexion avec la santé et les sciences humaines et sociales. Et puis, qu'est-ce qu'on veut combler comme besoin? On, on veut vraiment comme
consolider l'écosystème. Donc, les besoins non comblés étaient la fragmentation de l'écosystème et des initiatives. Donc, il y avait beaucoup d'initiatives, mais ils sont fragmentés. Donc, on veut les consolider, avoir un réseau là où tout ce qui se passe dans la santé numérique, ça va être relié avec notre réseau. Il y avait aussi la rareté du personnel hautement qualifié. On entend souvent que dans les technologies numériques ou tout ce qui est méthode quantitative, il y a très peu de personnel hautement qualifié. Et donc, on vise à renforcer cet aspect-là et créer la relève qui est bilingue en santé et aussi en méthode. Euh, donc, il y avait aussi la mise à l'échelle difficile des plateformes et des outils numériques et l'impact limité de ces interventions-là. Donc, notre réseau va viser à partager les outils, les ressources pour favoriser l'excellence en recherche et en pratique, créer des occasions de formation multidisciplinaire en santé numérique, comme je l'ai dit, tout cet aspect de santé, sciences des données et puis sciences humaines qui va être, sciences humaines et sociales qui va être toutes reliées ensemble, renforcer la communication et les partenariats et accélérer la production des données probantes pour générer des retombées sur la société. Donc, c'était un peu ça ce qu'on visait dans notre réseau, qui comblait certains besoins qui existaient dans l'écosystème actuel. Donc, tout ça a pour but d'améliorer l'efficience du système de santé, améliorer la santé de la population, l'expérience patient et les résultats obtenus, améliorer l'expérience des soignants et des équipes, améliorer l'équité en santé et services sociaux. Et on vise que notre réseau va intervenir au niveau des individus, des systèmes et des communautés. Donc, comme je l'ai dit, cette figure résume un peu le portée et les objectifs de notre réseau. Comme je l'ai dit, la santé numérique est à l'intersection de ces trois disciplines qui sont la santé, les sciences humaines et sociales et les sciences et technologies de l'information. Et je vais parler un tout petit peu des axes de recherche. Et donc, nos axes de recherche, ils font un peu le tour de toute cette interdisciplinarité. Donc, on a un axe qui vise les plateformes numériques, la gouvernance informationnelle, un axe qui vise la modélisation et les méthodes numériques, donc tout ce qui est algorithmes, modélisation, sciences des données, un axe qui vise les interventions numériques et un axe qui vise la transformation numérique. Puis on a des principes fondateurs qui sont la santé durable, l'engagement citoyen, le numéro de confiance, l'équité, diversité, inclusion, décolonisation, accessibilité et la science ouverte. Et on vise à avoir un impact sur la surveillance des menaces, la performance du système de santé, les trajectoires de soins de santé et les soins pertinents et personnalisés. Donc, on a une gouvernance qui est composée de 33 personnes. Nous sommes les directeurs et co-directeurs du réseau. Et je suis une des co-directrices des réseaux et on a des responsables d'axe. On a 3 responsables d'axe. Chaque responsable il couvre un aspect de cette complexité de la santé numérique. On a aussi des champs d'action et des principes fondateurs et chaque champ et principe, on a des co-responsables d'axe. Donc, nos champs d'action sont le renforcement des capacités, la formation interdisciplinaire et la mobilisation des connaissances. Et les principes fondateurs, je l'ai présenté dans le diapositive avant.
Comme je l'ai dit, je vais le répéter ici brièvement, les objectifs du réseau, c'est consolider l'écosystème, le maillage de l'environnement et le rapprochement. On vise à faire des activités pour créer une cohésion des milieux de recherche en santé numérique par le maillage et la concertation. Donc, on vise plusieurs tables de travail. Euh, euh, on vise à identifier les besoins et des chantiers prioritaires, faire de la cartographie. On vise aussi à positionner la santé numérique, énoncer une vision de la santé numérique, un plan de communication, un maintien d'un canal de communication avec le M3S, former la relève. Donc, on vise aussi, c'est très important pour nous de former la relève. Et donc, on vise à faire des formations, des écoles d'été, des conférences, des collaborations avec ce qui existe déjà sur place et aussi financer des initiatives structurantes qui vont émerger de nos tables de concertation. Alors, notre réseau on est chanceux de compter sur nos partenaires et l'OVIA est un des partenaires clés pour notre réseau. Et donc, on a des plateformes, des institutions qui sont partenaires, des réseaux FRQS qui existent ou qui existaient, qui sont partenaires de notre réseau. On a aussi d'autres partenaires, incluant les partenaires clés en intelligence artificielle au Québec et en méthodologie aussi des partenaires comme l'INES, le ministère de la Santé et Services sociaux et bien d'autres. Euh, donc, c'est un peu tout. On compte aussi sur l'appui de plus de 100. Actuellement, on a plus de 190 chercheurs et 13 universités. On a aussi l'appui de 17 autres réseaux. FRQS, 3 réseaux institutions de l'IA et santé numérique, incluant MILA, l'OVIA, IVADO, le Centre de recherche mathématique. On a aussi des échanges avec d'autres plateformes canadiennes et 14 centres de recherche à travers le Québec qui appuient ce réseau-là. Donc, on est très fiers de compter sur nos partenaires et j'espère qu'on va pouvoir collaborer de près avec l'OVIA et nos partenaires et l'écosystème en général au Québec. Merci. Merci beaucoup, Merci professeur beaucoup. Nasri. Oui. Alors, maintenant, on va enchaîner avec M. Christian Gagné. M. Christian Gagné est professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval. Il détient une chaire en intelligence artificielle Canada CIFAR et professeur Gagné est directeur de l'Institut Intelligence et Données IID de l'Université Laval. Donc, Parfait. Merci, vous m'entendez bien? oui, Parfait. Donc, l'idée, je vais vous présenter rapidement l'Institut et son axe santé et études du vivant. Donc, l'idée, c'est un institut universitaire à l'Université Laval. Donc, il couvre l'ensemble des différents acteurs de l'université qui s'intéressent à l'IA, à la valorisation des données, dans la mission autant de la formation acceptée, formation créditée, recherche et rayonnement. Donc, on a vraiment l'esprit de fédérer les forces vives sur le sujet à l'Université Laval, incluant les forces vives en santé, IA et santé. Donc, ce qui nous caractérise à l'ID, je dirais à l'Université Laval, dans l'utilisation de l'IA, peut-être voir l'ID, c'est vraiment, c'est un peu, je suis ingénieur, on est un peu comme un institut technologique, mais on regarde beaucoup dans l'intégration de la technologie dans les différentes sphères d'activité, de l'IA dans les différentes sphères d'activité. Mais ce qui nous distingue jusqu'à un certain point des autres instituts comme Mila, puis comme un peu ailleurs, c'est qu'on a vraiment une approche axée sur les données qui sont captées dans le monde physique. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui soient des caméras, des micros, des activités sur un plancher d'usine, mais aussi
les activités qui peuvent avoir lieu dans les hôpitaux. On peut parler aussi en termes de sciences omiques, de dire que c'est des données du monde réel. Donc, on est beaucoup axé dans ces approches-là de traitement de données du monde réel, avec une expertise aussi en traitement de la donnée, puis également une approche éthique et socialement responsable. Donc, on met l'emphase beaucoup là-dessus. On dit dans nos projets bien, qu'il y a des gens un peu du côté de l'OBVIA et en général les approches éthiques et socialement responsables qui sont présents dans les projets, qui participent, qui contribuent à la réflexion. C'est une approche qu'on favorise en soi à l'idée. Puis la recherche en IA à l'Université Laval est présente dans une grande variété de domaines. Donc, il y a vraiment une présence comme de l'IA appliquée dans toutes ces disciplines-là. Mais on peut noter, entre autres, des notions de sciences de la vie, puis des notions aussi de neurosciences, imagerie médicale. Donc, c'est tous des éléments où on a de l'expertise de chercheurs qui font des travaux autour de ces thématiques-là en intégrant l'IA dans leurs travaux de recherche. Donc, l'idée est organisée selon 4 axes principaux d'activité. Donc, l'axe environnement physique, qui est vraiment celui, comme je vous disais, qui est donné du monde réel. Donc, autant au niveau de suivre des individus, d'avoir des mesures par des capteurs, des travaux en robotique, des travaux en bâtiment intelligent, ou de comprendre ce qui se passe à l'échelle d'une ville. On a des gens, entre autres, en géomatique qui sont dans l'idée. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui sur santé et études du vivant. Donc, on inclut l'étude du vivant parce qu'il y a aussi des gens en génomique non humaine qui ont des activités au niveau de l'IID, mais il y a beaucoup quand même d'activités au niveau de la science de la santé. Troisième axe, c'est l'axe méthode et traitement de données, donc des gens plus algorithmiques en informatique, génie électrique, informatique, statistique. Donc, je fais partie en bonne partie également. Puis, l'aspect éthique, confidentialité et acceptabilité sociale, là, on va vraiment chercher l'aspect IA responsable. Donc, dans l'axe santé et études du vivant, il y a 26 chercheurs de l'Université Laval qui sont associés à cet axe-là, qui est piloté par Flavie Lavoie-Cardinal comme responsable d'axe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait souvent comme dire, on a beaucoup de projets concrets. Donc, je vais vous faire un survol de quelques projets. Ce n'est vraiment pas tous les projets, mais quelques-uns qu'on a identifiés comme étant un peu représentatifs du genre d'activité qu'il y a à l'IID. Flavie Lavoie-Cardinal, qui est responsable de l'Axe, elle est une spécialiste de la microscopie à super résolution en neurosciences. Donc, elle va vraiment développer l'instrumentation, les techniques de traitement pour pouvoir bien comprendre les mécanismes à l'échelle moléculaire, entre autres dans les neurones. Donc, ça, c'est l'essentiel de ces activités qui, elle intègre une forte part d'apprentissage profond. Dans ce travail-là, je collabore avec elle sur ces questions-là, entre autres. Et moi, j'ai un projet aussi qui est financé par Mila Sifar sur la génération de données synthétiques en santé en collaboration avec la RAMQ. Donc, on a l'idée de développer des approches pour pouvoir faire des versions synthétiques des jeux de données réels pour pouvoir mieux les distribuer et les traiter de façon où on a quand même certaines garanties sur la confidentialité. Donc, dans cette perspective-là, c'est très intéressant pour le respect de la vie privée d'avoir accès à ce genre de jeux-là qui servent quand même à plusieurs choses. Il y a un projet qui est piloté par Coraline Sirois sur la polypharmacie, donc un peu de revoir la prise de médicaments parce que ce qu'il y a, c'est qu'on observe, surtout chez les personnes âgées, qu'une surmédication, il y a vraiment une incohérence dans la prise de médicaments. Il y a une prise de trop importante de médicaments et donc de revoir ça, de revisiter ça, d'utiliser des méthodes d'IA et d'analyse de données pour pouvoir évaluer ce qui peut être fait, peut-être de réduire la médication dans un contexte de santé des individus, santé en général et de réduction des coûts également. Il y a un projet également de Benoît Gosselin, qui est un chercheur en génie électrique, puis lui, il spécialise entre autres dans les bioimplants. Et donc, un de ses projets, c'est de pouvoir, entre autres, avoir un bioimplant numérique qui permet d'étudier la fonction respiratoire chez des modèles d'animaux à l'aide d'une seule plateforme, donc de faire vraiment un dispositif électronique miniature qui peut être implanté chez les animaux pour faire des études de ce type-là. Et un dernier projet, je ne vais pas trop m'étirer, mais il y a Arnaud Droit également de Faculté de médecine qui, lui, utilise l'IA et des méthodes de traitement protéomique pour pouvoir détecter les pathogènes résistants aux infections urinaires. Donc, ça fait un survol de quelques-uns des projets qu'on a de chercheurs en recherche autour de l'IA en santé. Mais on n'a pas seulement ces activités. Donc, ça pourrait dire que c'est un peu l'aspect centre de recherche, mais on va plus loin que ça. On va vers vraiment l'aspect institut transfert de connaissances parce qu'on est entre autres responsable d'une maîtrise professionnelle en IA
Donc, c'est vraiment de l'IA appliquée où les étudiants font des stages de 8 mois dans différents milieux. Et donc, je vais vous présenter quelques. Bon, on a eu 137 stagiaires, 75 entreprises, organisations associées depuis 2018 de notre maîtrise professionnelle. Et on a quelques projets en santé, donc entre autres le projet avec la compagnie Medsi, qui est une pharmacie virtuelle pour le triage et l'aiguillage intelligent des patients. Donc, vraiment, d'être capable d'assurer un certain suivi au niveau de la prise en charge dans le système de santé, au niveau pharmacien-médecin de certains patients. Donc, ça, c'est un stagiaire chez nous. Un au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, où on avait vraiment des questions d'analyse d'images de radiologie du thorax. Donc, ça a donné un projet intéressant avec des réseaux de neurones qui ont permis de faire du traitement d'imagerie médicale. Un projet aussi en génération de caractéristiques de EEG, donc en électroencéphalogramme. Donc, et de joindre ça à des questionnaires d'auto-évaluation psychologique avec la compagnie Biotonix. Puis un autre projet, c'est avec Bio9, qui vise à optimiser des modèles existants d'ingénierie de protéines basées sur l'IA pour permettre une génération de nouvelles séquences animées, donc dans un contexte d'ingénierie de protéines et tout ce qui en découle. Donc, c'était l'aspect un peu des stagiaires qui vont faire des projets concrets. Puis un dernier aspect que je veux voir avec vous, c'est l'aspect formation en IA. Donc, on a un aspect de développer de la formation non créditée. Et on a développé une belle formation IA et santé, technique, application, cadre éthique et juridique, que peut-être certains d'entre vous ont vu ou du moins ont participé ou peut-être ont au moins assisté à certaines de cette formation-là. Donc, c'est un exercice qu'on a fait depuis il y a environ 2 ans et demi. On a un financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a eu des instances en personne d'écoles, 4 thématiques qu'on a couvertes. Et à partir de ça, on a développé une formation en ligne de 10 heures qui est disponible à un coût quand même assez faible, une centaine de dollars sur Brio, donc qui a vraiment une formation sur les aspects IA santé, autant au niveau technique, juridique, éthique, gestion de l'innovation et gestion des données. Donc, on a couvert les différents aspects IA et santé. Donc, c'est une formation disponible asynchrone en ligne pour tous ceux intéressés. Donc, la formation, voilà un peu le contenu de la formation, ABC de l'IA, données en santé, concepts techniques, éthique, innovation numérique en santé. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'IID. Vous pouvez visiter le site web pour en savoir plus. Merci beaucoup, professeur Gagné. Puis je crois aussi qu'il y a de l'information qui a été transmise là, au sujet de cette formation dans le chat. Alors, on va poursuivre avec Mme Aude Mostulski. Aude est professeure agrégée au département de gestion, évaluation et politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est également chercheure au carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé du Centre de recherche du CHUM. Professeure Mostulski, elle est co-directrice du laboratoire sur la transformation numérique de la santé, le Lab TMS, et elle co-dirige le réseau de santé numérique là, dont on a entendu parler également. Aude est aussi directrice adjointe du consortium santé numérique de l'Université de Montréal, dont elle va nous parler. Alors, à toi la parole, Aude, merci. Merci beaucoup. Est-ce que mon son fonctionne? Tout fonctionne à merveille. On a tous la hantise qu'a vécu Jean-François. Merci Marie-Pierre, merci à Lovia et merci à tous de m'accueillir. Donc, je suis ici en tant que directrice adjointe du consortium santé numérique, comme Marie-Pierre vient de le présenter. Alors, je vous présente en quelques minutes qu'est-ce que le consortium pour en rajouter dans l'écosystème que vous venez de voir. Là, Pardon. Donc, le consortium santé numérique a été créé par l'Université de Montréal en 2019, donc c'est quand même assez récent et ça regroupe 28 membres. Donc, on n'est pas un centre de recherche, on est vraiment un regroupement et nos membres, ce sont les facultés, les écoles affiliées à l'Université de Montréal, donc Poly et HEC, et les établissements de santé et services sociaux affiliés, ainsi que certains centres que je vous présente dans un instant. Et donc, la mission du consortium, c'est de propulser la recherche et la formation en santé numérique dans l'écosystème de l'Université de Montréal. Donc, lors de sa création, c'était vraiment clair l'intention. Donc, les facultés et écoles, en fait, vous retrouvez la liste de toutes les facultés et écoles de l'Université de Montréal.
parce que rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt pour la santé, pour toutes ces facultés, que ce soit la musique ou bien évidemment la santé numérique dans la faculté des arts et sciences où on a l'informatique. Donc finalement, toutes les facultés de l'UDEM sont membres du consortium. Tous les établissements affiliés, donc nos centres hospitaliers universitaires ainsi que nos CIUS et CIS, et les instituts comme l'IRIC, IVADO, MILA et l'IRCM qui ont un intérêt autour de la santé numérique, puis les deux écoles affiliées dont je viens de parler. Donc, c'est vraiment un regroupement et les membres sont en général représentés par les PDG ou les directeurs de ces centres. Donc, les objectifs du consortium sont très proches de ceux que vous avez vus dans le regroupement de le réseau santé numérique présenté par Bouchra, parce que certains convergent puisqu'on a contribué le consortium à l'élaboration côté Université de Montréal. Donc, construire et déployer une vision stratégique de la santé numérique, soutenir le développement, le déploiement et l'usage du numérique responsable en santé et bien sûr des données qui sont liées. La mobilisation des savoirs en santé numérique ainsi que la consolidation comme institution d'enseignement. Donc, favoriser l'agilité de nos programmes de formation, que ce soit les programmes de santé pour inclure le numérique, mais aussi former à la santé numérique spécifiquement. Faciliter le recrutement et l'intégration des professeurs et de personnel hautement qualifiés en santé numérique. Induire et faciliter les collaborations, d'où notre présence aujourd'hui, mais aussi on est un interlocuteur au niveau provincial et parfois national et international pour l'Université de Montréal. Et nourrir la réflexion relative aux politiques publiques pour soutenir la vision stratégique. Donc, ce sont des objectifs qui sont en évolution. On vient de terminer une tournée des membres et c'était nos 4 premières années d'existence. Donc, il y aura bientôt sur notre site Web une mise à jour de ces objectifs bonifiés. Alors, un exemple de ce que nous faisons, on est vraiment en soutien à la communauté. Donc, on va appuyer les équipes. Notre but, c'est de fournir les services, le soutien et l'expertise pour que les équipes deviennent autonomes et aussi de faire passer les expertises et l'expérience d'une équipe vers une autre équipe pour éviter qu'on réinvente la roue dans chaque endroit distinct. Donc, on va appuyer la mise en œuvre de projets structurants. On va soutenir les développements de formation et on va même intervenir parfois pour construire du contenu et participer à des réflexions sur les politiques publiques. Par exemple, on a produit un mémoire et on s'est présenté en commission parlementaire lors des audiences sur ce qui est devenu la loi 5. Connexion, créer des ponts et faciliter la communication et transfert d'informations, comme je viens de le mentionner. Donc, quelques exemples de ce qu'on a fait depuis la création. Un symposium international en 2020 et je vous annonce qu'il y en aura un autre cette année en 2024 sur le thème de la formation. Alors, restez à l'affût. Et plusieurs rencontres santé numérique sont organisées. On en a une le 11 avril prochain où le professeur Guy Paré va venir nous parler des implantations, des facteurs de succès de l'implantation des dossiers informatisés tels que EPIC à travers le monde. Et on organise des événements. Donc, on a fait un colloque sur la formation, etc. Donc, ici, vous avez notre site Web dans lequel vous pouvez trouver tous les documents qu'on produit, les activités auxquelles on participe et vous pourrez avoir accès aux détails des informations que je viens de vous partager. Vous pourrez aussi avoir accès sur notre site Web à une formation qu'on se veut évolutive. Donc, on essaie de répertorier les formations qui sont disponibles et offertes par niveau de formation. Donc, si vous voulez explorer ce qui est déjà disponible ou si vous avez des formations à partager que vous aimeriez qu'on ajoute sur notre site Web, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors, l'équipe du consortium, je suis la directrice adjointe, le directeur est Yves Joannette que vous voyez ici, Flamine Allary, directrice des opérations, et on a aussi Eva Lacroix aux communications et Kadidiatou Dioukané qui nous assiste. Et on a surtout une équipe de spécialistes des données qui sont vraiment là en soutien à la communauté. Ce sont des experts, donc 4 conseillers principaux recherche, Cameron Afzali, Pascal Béliveau, Khadija Seridi et Yves Terra, qui depuis le début sont avec nous et on les appelle la SWAT Team. En fait, ils vont vraiment intervenir et passer les informations d'une équipe à une autre. Et donc, des exemples de services offerts, ça peut être par exemple l'évaluation ou la structuration autour de la gestion des données ou alors réviser des documents scientifiques. Donc, sur notre site Web, il y a un formulaire qui est ouvert. Et si vous faites partie de l'écosystème du consortium santé numérique, vous avez accès à leur soutien simplement en remplissant une demande. Donc, tout ceci se trouve sur notre site Web. N'hésitez pas à aller fouiller, explorer et faites-moi signe si vous avez des questions. Merci à tous.
Et merci beaucoup, Aude, pour cette présentation. Je pense qu'il nous donne envie d'en apprendre davantage et d'aller visiter votre site sur le Consortium Santé numérique. On avait, on avait fait passer Dr. Etier là, du premier au dernier. Est-ce que les problèmes de son sont résolus? Vous allez pouvoir me le dire, j'espère que Ah, ça fonctionne. oui! Quel Évidemment, bonheur de vous entendre! le Donc, juste cordonnier pour... mal chaussé, je l'avais mentionné en réunion préparatoire que ça allait arriver. J'ai ça quand je suis omniscient. Qu'est-ce que vous voulez? Les gars d'informatique qui vont avoir des problèmes micro. Là, on se demandera pourquoi ça arrive après 3 ans de COVID. C'est une excellente question auquel je préfère ne pas répondre. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour l'invitation. Des grands souliers à chausser, évidemment. Après tout ça, je partage rapidement. Vous allez voir que pour moi, c'est particulier parce qu'on va faire le grand écart. On a vu des organisations qui permettent de fédérer les forces vives au niveau d'université, au niveau même d'écosystème universitaire. Je vais vous présenter le GRI, qui est une espèce d'ovni, je pense, un peu dans la province, qui est vraiment au niveau d'un groupe de recherche. Puis on va passer au réseau canadien de recherche sur les données de santé, qui, lui, passe à une échelle, évidemment, un peu différente. Donc, pour la première partie, le GRI, c'est le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Et ce qu'on fait, c'est particulier, c'est qu'on est vraiment au confluent pour tout ce qui est méthode d'accès aux données dans le contexte des systèmes de santé apprenants. Et quelque chose qui est important, c'est que traditionnellement, les gens qui ont œuvré dans l'utilisation des données de santé, l'accès aux données de santé, l'analyse de données de santé, c'est un peu une espèce de deuxième intention. C'est des gens qui avaient souvent une question clinique ou méthodologique, puis se sont dit, ah, ouais, ben, il me faudrait des données, fait que je vais essayer d'aller en chercher. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans la marmite des systèmes de santé apprenants depuis 2011, quand j'ai commencé mon doc en France. Et l'ensemble des activités du GRI se tournent autour des systèmes de santé apprenants et comment on peut les faire mieux fonctionner. Donc, on a une trentaine de personnes, incluant profs, professionnels, étudiants. Et on n'est pas un labo, ce n'est pas le labo de Jean-François Etier. C'est vraiment un groupe de recherche. On est plusieurs profs ensemble là-dedans. Le principe cardinal, c'est que le groupe, nos étudiants sont tous co-dirigés parce qu'on pense qu'il faut des visions qui sont hyper complémentaires de différentes personnes. Mais ce qui nous lie tous, c'est vraiment d'améliorer la méthodologie des SSA. Donc, quand je vous dis interdisciplinaire, on l'incarne vraiment à l'interne, au quotidien. On a des cliniciens, des informaticiens qui couvrent presque l'ensemble des sous-disciplines d'informatique, des mathématiciens, mais aussi des éthiciens, des philosophes et des juristes. Ce qui fait, je dois vous dire, des discussions parfois épiques. Ça peut prendre une après-midi pour s'apercevoir qu'on disait la même chose, mais sans le faire et passer parfois par ces routes quelque peu chaotiques. On ne pense pas que c'est la façon la plus efficace de pousser par en avant. Donc, quand on parle de méthodologie, ben, il y a quelques questions que je vais vous amener parce que, au fond, au final de tout ça, on est au service des collègues. Donc, si vous pensez qu'on peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. À la base, l'informatique, c'est pour servir un principe plus grand. Évidemment, il y a de la recherche et on en fait en informatique, mais ça doit demeurer un outil ici pour améliorer les systèmes de santé apprenants et on l'espère, la santé des citoyens. Donc, ça inclut les cycles de santé apprenants. Évidemment, on prend les données qui se produisent naturellement. On en génère de nouvelles connaissances. Je pense que vous êtes maintenant familier, heureusement, et j'en suis très heureux. Mais le bout qui manque souvent de transfert de connaissances, c'est ce qu'on dit, c'est que plutôt que faire des projets de recherche, on devrait faire des cycles de santé apprenants. Donc, à la base, on sait comment on va générer la résultante de la partie recherche. Et même si on n'a pas réussi à démontrer d'amélioration, mais il faut trouver une manière de rendre ce résultat-là disponible parce que sinon, on est condamné à errer dans le noir encore et encore et encore. On disait donc tout ça pour faire tourner, que ce soit pour de la prestation des soins, si vous êtes clinicien, faire de la recherche ou du transfert de connaissances. Il y a quelque chose de très commun dans tout ça, c'est qu'on veut tous connaître un individu à travers ses données. Et vous allez voir que moi, il y a quelque chose qui m'agace parfois, c'est quand on dit les données du CIUS, les données de l'hôpital, de la clinique. En fait, c'est très, très, très anecdotique que les données soient à un endroit ou à un autre. Donc, ce qu'on fait, comme vous voyez à gauche, c'est qu'on considère que c'est les données décrivant un individu et ces données-là peuvent être à plein d'endroits, autant en clinique, en première, deuxième, troisième ligne que dans les biobanques. On sait qu'il y a des gens qui ont de la chimiothérapie qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils sont à risque d'effets secondaires.
Le test a été fait dans une biobanque, mais le test n'est pas disponible en clinique. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Donc, c'est toutes les données que vous voyez qu'il faut mettre ensemble pour bien connaître un individu. Il y a la partie technologique, mais évidemment, il y a aussi, on en a parlé, la partie éthique, juridique. Et pour ça, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même graphie. Vous voyez mes talents de PowerPoint. Et je tiens il manque un B d'ailleurs, parce que ça a été fait dans la dernière minute, à remercier l'Obvia pour soutenir les travaux, en fait, qui sont maintenant pilotés par Annabelle Commune, qui est avec nous, et Jean-Frédéric Ménard, auquel j'ai le plaisir de participer pour tous les enjeux métaconsentement et transparence, parce que c'est sûr et certain que si on veut aller voir aussi large que ça, il faut le faire correctement. Donc, les domaines d'activité du GRI, il y a des contributions scientifiques, par exemple, la prédiction de mortalité. On a développé une méthode en utilisant les techniques d'intelligence artificielle, un modèle pour prédire la mortalité des patients qui sont hospitalisés à l'hôpital. Et pour fermer le cycle, on s'en va le déployer à l'hôpital Charlemagne, et ça, c'est en collaboration avec le MSSS ainsi que l'IPAN, l'Institut de la pertinence des actes médicaux. On a des contributions qui sont plus politiques. Avec Annabelle, on était sur le comité scientifique consultatif pour le PL19 qui est devenu le PL3, et on est bien heureux de voir au final de tout ça que le concept du métaconsentement a pu s'y faire un petit chemin, ce qui ouvre la porte pour des utilisations sécuritaires, transparentes, mais aussi acceptables dans le futur. Et finalement, des contributions qui sont un petit peu plus structurelles, par exemple, pour le réseau de recherche sur les données de santé du Canada, dont on parlera. Et on a une autre mission qui est évidemment celle de la formation. Après tout, on est des profs universitaires, donc shameless plug. Si vous êtes professionnel de la santé, vous avez des étudiants voulant en connaître plus, on a eu notre première école d'été en numérique de la santé, la dernière, qui était à guichet fermé, qui a été un beau succès. Ça se répète cette année au début juin, donc je vous invite à aller voir le site web si vous voulez plus de détails. Donc ça, c'était le GRI. Vous avez vu que le GRI participe donc au réseau de recherche. Et le réseau de recherche sur les données de santé du Canada, quelle est sa mission? Avant tout, c'est de faire passer la recherche en santé à l'échelle en facilitant les projets de recherche qui utilisent des données de plusieurs provinces ou territoires. Ceux qui ont essayé jusqu'à maintenant ont vu la complexité de ça, et ce n'est pas tant une complexité de données, c'est une complexité de politique. Demander de données ICS en Ontario, BC Pop Data en Colombie-Britannique et, par exemple, l'ISQ au Québec, et essayer de faire ça de façon cohérente, c'est extrêmement difficile. C'est à ça que le réseau de recherche s'applique. Donc, c'est financé largement à plusieurs millions par les IRSC. Donc, c'est un organisme, ça fait partie du programme SPAR, là, la SRAP. C'est un organisme, on est intégré, donc à but non lucratif, financé par les IRSC, mais aussi par les privés, parce qu'on pense que les données de santé devraient être utiles le plus largement possible, tant que c'est fait, évidemment, correctement. Donc, si vous êtes un chercheur particulièrement, il y a un guichet pour vous, qui est le guichet de soutien de l'accès aux données. C'est un point unique. Comme je disais, si vous voulez des données de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, au lieu de faire 3 demandes en parallèle et imaginez si vous vouliez lier vos données de recherche en plus, vous allez seulement au guichet, c'est un point unique. On va vous aider à découvrir quelles données sont disponibles. On a un processus qui vous permet de faire une seule demande qui sera distribuée dans chacun des sites. J'en ai mentionné 3, mais c'est l'ensemble des provinces et territoires où les données sont disponibles. Je dis bien que le coût d'accès donc, que vous avez donné à l'ISQ, l'Ontario, BC, soit encore là. Le service du guichet lui-même est gratuit. Donc, si vous avez une bonne idée, puis vous dites « Ah, ça serait trop lourd d'aller faire ça », n'hésitez pas, allez voir le guichet, posez vos questions, vous allez voir, il y a énormément d'informations et en fait, on est là pour vous aider. Donc, oui, il y a le support administratif du guichet, mais le réseau fait aussi du support méthodologique, particulièrement dans 2 grandes approches, les enjeux d'inclusion, diversité et d'accessibilité. Vous pouvez voir sur le site web, c'est tant des enjeux au niveau de l'analyse de données elle-même, on a des webinaires, des choses qui sont disponibles sur YouTube, mais aussi, évidemment, des enjeux de sensibilisation. Similairement, sur un enjeu peut-être dont je pense qu'on parle pas, on ne traite pas autant qu'on devrait le faire encore aujourd'hui. Et on a d'ailleurs, pour tous les enjeux de transparence, métaconsentement, un volet dédié là-dessus. C'est tout ce qui est souveraineté des données sur les premiers peuples. Il y a énormément de travail qui est fait du côté de la plateforme canadienne de données, donc du réseau de recherche. Et je vous invite, si vous avez des questions, à aller voir.
Et j'ai envie de dire, le plus triste et le pire dans tout ça, c'est que des fois, on le fait sans même le savoir. Donc, si vous avez jamais pris le temps d'arrêter de vous poser la question, allez voir ce site-là, ça va peut-être vous faire penser à certaines choses, certains aspects de votre recherche qui pourraient avoir un impact là-dessus. Et par la suite, ben, peut-être vous aider, vous accompagner si vous avez des questions pour ces deux enjeux-là, données de santé, inclusion, diversité, équité, accessibilité ou souveraineté sur les données des premiers peuples. N'hésitez pas à contacter le réseau de recherche. Oups. Finalement, il y a un autre gros enjeu. Je vais vous ramener à la diapo qu'on avait précédemment. Donc, si on parle des données de santé, première, deuxième, troisième ligne, les biobanques, les données, je n'ai pas parlé explicitement, c'était sur le diagramme de tout, le quantified self, l'automesure, les données environnementales et sociales, on s'aperçoit rapidement que si la solution, c'est de mettre toutes les données au même endroit, ça ne fonctionnera pas. Quand vous essayez de faire ça au niveau national, il y a des législations qui vont empêcher de centraliser en bon québécois, pooler les données. Et donc, au niveau de la plateforme canadienne, il y a énormément de travail qui est fait pour permettre la création de jeux de données dans les provinces qui vont être uniformes en termes de structure et de sémantique, mais on a aussi des méthodologies par la suite pour analyser les données, entre autres en termes de statistiques, mais aussi d'IA, sans être obligé de bouger les données. Donc, on est capable de vous accompagner avec ça. Et moi, j'ai envie de dire, si on est capable de le faire entre provinces, ben, on est capable de le faire à plus petite échelle aussi. Donc, peut-être un des messages clés ici, que ce soit pour le GRI ou pour le réseau canadien, l'idée qu'on a besoin d'avoir toutes les données au même endroit pour les analyser, dans beaucoup de cas, ne tient plus la route scientifiquement. Puis si vous avez des questions à ce propos-là, ben, ça nous fera plaisir d'en discuter ou de faire des projets avec vous. Donc, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Là, je sais que j'en avais déjà mangé un début. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Et ben, je pense que les questions étaient à la fin, mais ça me ferait plaisir d'y participer. Et merci beaucoup, Jean-François, aussi pour ta patience et pour cette présentation aussi fort intéressante. Donc, si tu veux partager les liens là, ça pour l'école d'été ou d'autres éléments là, dans le chat. En fait, pour les questions, ce qu'on avait prévu au début, c'est de passer par le QR. Donc, je vois qu'il n'y a, pas eu vraiment de questions dans Attends, cet outil-là, oui. il y a une personne qui a la main levée, participant. D'accord. Je ne sais pas si on peut donner excusez-moi, le téléphone, ça. Si on peut donner la parole. Moi, je vois pas le participant. La personne a maintenant droit de parler. J'ai activé son micro. La personne en question, c'est l'IS. Oui, allez-y, Lies. La personne a baissé sa main, donc je pense que c'était peut-être une erreur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part de notre auditoire? En tout cas, merci aux panélistes, hein. C'était vraiment un survol. C'est ce qu'on voulait, cette incursion-là. Puis parfois, on se dit, oh, puis il y en a des choses qui se passent. Comment on se retrouve au travers de tout ça et aussi bien préciser, bon, comment le rôle de chacun, chacune des différentes organisations. On voit aussi les maillages, les éléments qui sont similaires, les spécificités de chacun de ces regroupements-là. Puis j'aimais bien l'analogie là, de Jean-François, dire on peut être vraiment au niveau très micro, puis au niveau très universel là, dans cette vision-là. Mais moi, je pourrais peut-être, s'il n'y a pas de questions de la part, c'est peut-être dans les discussions, mais OK, il y avait une erreur. Donc, moi, j'aurais peut-être une question pour tout le monde. En fait, vous pouvez intervenir comme bon vous semble, les membres du panel. Ce serait quoi, selon vous, les aspects complémentaires entre vos regroupements? S'il y a certains chevauchements possibles, là, comment quelqu'un qui dit, ah, ben, j'aimerais ça savoir euh,
vers quel regroupement me tourner là, pour tel ou tel élément. Donc, comment vous pourriez nous présenter cette complémentarité-là, par exemple? Qui veut Je y vais me aller? lancer. OK. J'ai l'impression, en fait, moi, j'ai mis une mini, infime pierre, mais j'ai l'impression que le réseau va pouvoir devenir une très belle porte d'entrée. Ça a été un travail phénoménal de fédération de tout le monde, mais en particulier, évidemment, des 4 collègues qui co-dirigent ça. Et il y a aussi quelque chose que je mettrais parce que nous, c'est difficile. Si on veut faire bouger les choses, souvent, il faut d'une façon ou d'une autre une connexion politique. C'est difficile de l'avoir à un niveau individuel. Et je pense que les collègues ont pris le temps de bien attacher ça au niveau des décideurs aussi. Donc, j'ai l'impression que autant pour avoir un impact qu'avoir accès à l'intelligence collective, le réseau va être une belle porte d'entrée. Donc, le réseau santé numérique là, qui vient tout juste de se mettre en branle, là, qui va être un acteur, en effet, majeur. Peut-être des réactions des autres. Aude, Oui, bien, veux-tu merci compléter? Oui. Jean-François. Je réagis comme co-directrice du réseau, là. Je pense que c'était ça l'intention. Puis, on a essayé d'impliquer tous les acteurs clés, mais bien sûr, il nous en manque. Donc, moi, la présentation d'aujourd'hui me fait penser à la prochaine étape. Puis, pour revenir à ta question, Marie-Pierre, je pense que les gens doivent plus facilement s'identifier à un des acteurs ici en fonction de leur proximité, je dirais pas géographique, mais institutionnelle d'abord. Mais ensuite, c'est à nous de faire les ponts les uns les autres. Puis je pense que justement, le VIA et le RSN, on pourra avoir ces conversations-là là, de collaboration, étant donné que l'objet est quand même similaire autour de la santé. Mais je pense que c'est les axes d'intervention qui sont distincts. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, on vient d'avoir une question de la part d'Evelyne Anjos. Comment le réseau santé numérique peut collaborer à la formation des professionnels qui sont déjà en poste, donc au développement continu? Quel est le principal défi en termes de formation pour avoir ces fameux professionnels bilingues dont il était mention? Peut-être Madame Nasri. Dans nos plans, on pense beaucoup à faire des formations, soit des formations continues, des écoles d'été, des formations accélérées, euh, qui vont être accessibles à tout le monde, indépendamment d'un emploi du temps serré, etc. Donc, on ne va pas juste viser les formations comme officielles qui sont dans les universités, mais au-delà de ça, avoir des formations plus spécifiques et plus dirigées vers certaines personnes comme les professionnels de la santé. Donc ça, c'est vraiment dans nos plans et ça, c'est une des initiatives qu'on vise faire dans le réseau dans les prochaines 4 ans. Donc, il y aura beaucoup de choses dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. Puis c'est sûr, c'est comme vous dites, là, ça va compléter, là, je crois que le, le type de formation, oui, pour les étudiants, mais il ne faut pas oublier non plus tous les gens qui sont là actuellement dans le réseau de la santé et qui se sentent dépassés souvent, je vous dirais, là, par tout ce qui se passe dans cet univers du numérique, de l'IA qui vient chambarder un peu les façons de faire. Donc, il ne faut pas les négliger. Donc, il y a vraiment du travail à faire, puis justement de collaborer avec les partenaires qui sont aussi ici autour de la table. Donc, l'importance aussi du local. Là. Tu sais, je vois que comme des pôles, on a voulu aussi assurer une certaine diversité géographique là, en ayant pôle Sherbrooke, pôle Montréal, pôle Québec avec l'Université Laval. Mais il y a d'autres, les gens qui sont dans d'autres régions, qu'est-ce qui est disponible pour les gens qui sont en région, là, qui ne seraient pas couverts par les grands centres urbains là, que nous représentons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avenues possibles dans vos organismes qui visent en particulier les régions? Qui Dans le peut... fond, oui. actuellement, on a quand même des membres qui sont dans les régions qui ne sont pas dans les 4 centres ou les 4 pôles cités ou les 4 pôles là où il y a les co-directeurs, mais on a beaucoup de membres qui sont
ailleurs. Fait qu'on vise aussi mobiliser ces membres-là. On a discuté souvent que la gouvernance ou une partie de la gouvernance peut changer avec le temps, inclure aussi d'autres personnes qui sont dans ces régions éloignées pour pouvoir assurer qu'il y a aussi de la communication, il y a aussi des formations qui peuvent couvrir ces régions-là. Et donc, il y aura beaucoup de choses qui vont être faites, et, notamment avec ces membres-là qui sont impliqués puis qui sont très motivés à collaborer dans le réseau et investir du temps euh, pour faire soit de la formation, soit avoir des initiatives avec nous. Et donc, on a vraiment pensé à tous ces gens-là quand on a commencé à bâtir le réseau. J'ajouterais, si vous me permettez, j'inviterais tous les professionnels à faire du lobbying pour leurs associations. Ça commence. J'ai eu la chance de faire une formation IA Santé pour un des profs associés ici. Il y a l'Association des chirurgiens du Québec qui va en faire si on veut toucher. Puis c'est une excellente question, mais je pense que si on va aller toucher les professionnels de la santé qui ont déjà une charge de formation continue qui est assez substantielle, la meilleure chose, ça va être de s'insérer dans la dite formation continue. Il y a énormément d'appétit et je pense qu'effectivement, si le réseau peut avoir des ambassadeurs qui peuvent participer à ces congrès québécois-là, qui regroupent les gens naturellement des régions qui vont parce que c'est agréable, puis aussi parce qu'il faut faire de la formation continue, je pense que ça va être probablement l'avenue la plus rentable pour tout ça. Merci beaucoup. Du Personnellement, côté je de... Oui, dirais, oui, pardon, j'ajouterais de mon côté à la commission que ben, je vois dans les regroupements, les réseaux et ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui, ben, pour moi, c'est des portes d'entrée peuvent être extrêmement intéressantes vers bien sûr des sources d'information, mais aussi des bassins d'expertise qui seraient susceptibles à un titre ou l'autre de contribuer à nos réflexions et à nos travaux. Et pour l'avoir fait une fois, je recommande chaudement. C'est des gens. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai appris plus que j'ai donné, mais ça a été une très belle expérience. Merci beaucoup. C'est un échange de bons services. merci. Donc, c'est ça, l'intérêt là, pour contribuer aux réflexions aussi que soutient la commission éthique en sciences et technologies. Je crois qu'on est bien pourvu au Québec là, avec ces expertises-là. On couvre un large spectre. Puis, est-ce que, selon vous, il y a des éléments qui sont encore à découvert? Est-ce que vous verriez des angles morts dans la façon dont s'organise un peu la recherche, l'intervention dans le domaine de l'IA numérique en santé? La question s'adresse à qui? Ah, À j'ai tout pas le monde? précisé, mais en tout cas, oui. Au panel. Peut-être, M. Bégin, vous avez une vision plus globale. Est-ce que vous Non, considérez qu'il y en aurait fait, encore des... j'aimerais beaucoup, mais comme je suis tout de même assez nouveau à mon poste à la présidence, je me réserve un peu. J'ai besoin de voir et de mieux comprendre aussi ce qui a déjà été fait. Puis voilà. Donc, Ben, c'est peut-être une réponse paresseuse, mais je pense que le document produit par la CEST sur la transformation numérique identifie la réponse à ta question, Marie-Pierre. Donc, si vous ne l'avez pas lu, allez lire ce document qui est absolument fantastique. Donc, on a une belle référence de lecture qui nous est proposée. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Ah, ben, merci à tout le monde pour ces échanges. Puis j'espère que vous avez appris, au moins vous avez mis des visages, hein. Ça nous permet d'humaniser ces fameux réseaux-là. Puis quand on pense, on est dans nos projets, dans notre quotidien, dans notre pratique, ben on connaît, c'est pas tous les réseaux en santé numérique et IA qui ont été représentés aujourd'hui. Il y en a d'autres. Pour nous, à l'Axe santé durable de l'OVIA,
on essaie aussi d'avoir ce rôle-là de facilitateur, hein. Ça fait partie de notre fonction pour favoriser ces liens qui s'intéressent aux aspects sociétaux du numérique et de l'IA dans différentes sphères de la société. Puis on le voit bien par les présentations. Je pense aussi à M. Gagné avec l'Institut Intelligence et Données. La santé n'évolue pas dans un vacuum, hein. Le consortium en santé numérique est aussi un exemple là, que l'ensemble des domaines d'activité ont un intérêt envers l'IA et la santé. Donc, on va poursuivre, puis on espère que vous avez apprécié ce premier webinaire. On vous a aussi présenté notre symposium. On vous invite, là, il y a un formulaire de préinscription, je crois, qui circulait, mais ça va être officiellement lancé dans les prochaines semaines. Donc, on invite tout le monde à venir participer à ce séminaire en personne. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous revoir tous et toutes. Merci, au revoir.